Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ouais, je peux vous raconter mon week-end de jeu si vous voulez, c'était trop cool. Si ça vous intéresse, mais je veux pas monopoliser trop l'attention pour l'instant. Non, mais oui, vas-y. Parce qu'en fait, il y a un petit moment, j'ai rencontré un pote qui est nantais et il m'a dit, hey, ça serait cool qu'on joue à Arkham, Horror Arkham, le jeu de cartes, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais joué à ça. J'ai le jeu, j'ai testé une fois pour le défausser, mais en fait, j'ai jamais vraiment joué au jeu en mode campagne, quoi, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, ok, c'est cool. Je vais, écoute, viens à la maison, on prévoit une journée et on vient jouer. Il me fait une journée, t'es chaud quand même parce que c'est un peu long. Je dis, ah, vas-y, ça va faire. Donc, il est arrivé dimanche, 14h. On a commencé à jouer, on a relevé les yeux, véridique. Il était 21h environ. On n'avait pas fait la moitié de la campagne. Et on a mangé, on a rebaissé les yeux, on a relevé les yeux, il était 2h du matin. On avait à peine fini la moitié. On a dormi, on s'est relevé. Il était 10h environ quand on a recommencé à jouer. On a relevé les yeux, il était 15h. Et on avait fini la campagne. Vous êtes des animaux. Du coup, c'est devenu ton coloc. Bah non, c'est bon, il est reparti, là, ça y est, mais heureusement, parce que je pense qu'on se serait tapé dessus au bout d'un moment. Mais pour le coup, c'est marrant, parce qu'on a joué 12 heures de jeu à Arkham. On a gagné, quand même, en mode facile, faut pas déconner. Mais c'est vraiment super comme jeu, voilà. Je recommande, si vous le saviez pas compris encore. Ok. Du coup, faut poser des jours, quoi. Ouais, faut poser environ une semaine pour faire je sais plus combien de campagnes il est sorti là. J'essaie de regarder en me disant, vas-y, je vais peut-être regarder pour acheter ça. Je crois qu'il y a 7, 8, allez, 8 ou 9 campagnes, tout va bien. Ouais, c'est ok. ce sera pas tout de suite. Qu'est-ce que je crois qu'on a de l'écho. Ouais. Pourquoi est-ce que on fait cet épisode un peu spécial et qu'on est retourné sur Discord parce que je pense que tout le monde se pose la question, mais personne n'ose le demander. Pourquoi on est sur Discord et pas en physique, Anya ? Ah, merci. Parce que en fait je suis covidée et du coup c'était compliqué de tous se réunir au studio, à part si volontairement j'avais envie de spread mon Covid auprès de vous, mes chroniqueurs. Je pense qu'on aurait pu être nous au studio et toi à distance, mais après je veux pas. C'est vrai, mais ça aurait été un peu bizarre quand même. J'aurais trouvé ça un peu pas sympa pour la bosse, quoi. Pas sympa, ouais. Ça aurait fait une voix sortie de quelque part. C'est ça. En plus, ça fait le vieil enregistrement au micro versus l'enregistrement clean au studio. C'est horrible. Tout ça pour dire, ce n'est que temporaire. On reviendra au studio pour les autres épisodes, donc pas d'inquiétude sur le son. Je m'excuse d'avance pour ma voix encore plus canard que d'habitude. Je vais essayer d'être extrêmement lente sur ma prononciation et d'arrêter de mâcher mes mots. Et ben, j'ai envie de dire le Contrecast épisode 46, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table, avec cette fois-ci une nouvelle à la table. Pas si nouvelle que ça, parce que si vous avez écouté l'épisode de cet été avec les cartes postales, vous avez sûrement dû l'entendre parmi ceux qui ont participé à cet épisode très spécial. Eva, comment est-ce que tu vas ? Bah écoute, ça va très très bien. Un peu malade comme tout le monde en ce moment, mais sinon je suis là, je suis en forme. Cool. Bienvenue, j'en profite parce que c'est ton premier vrai épisode officiel. Eva rejoint l'équipe des chroniqueurs, donc vous aurez sûrement l'occasion de l'entendre
de temps à autre au fur et à mesure de nos enregistrements. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Eva? Alors, je vais pas teaser. Je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle I, The Somnium Files, qui est sorti en 2019 et en 2021 sur Xbox One. Voilà. J'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, du coup. Cool, merci. On continue du coup avec quelqu'un qui revient fraîchement de son jogging et surtout des scènes. Zef, comment est-ce que ça va? Bonsoir, bonjour, comment allez-vous? Mon jogging? Quel jogging? Hier? Tu sais que j'ai couru hier? Comment tu sais? Ça va pas mal. Les scènes, c'était pas terrible, vraiment, je ne conseille pas d'y aller. Si vous êtes vraiment comme moi, n'y allez pas, voilà. Comment ça? C'est grand, c'est 7 ou 8 fois plus grand que Cannes, et en vrai, ça demande des mois de préparation, il y a du monde, il y a du bruit, c'est chiant, il y a des Italiens qui parlent en anglais, ça peut te comprendre rien. C'est pas une expérience que je conseille comme ça, quoi. Faut s'y préparer mentalement, quoi. Ouais, ok. Donc beaucoup moins friendly qu'un Cannes et plus exigeant parce que forcément bilingue obligatoire, quoi. Ouais, c'est un peu... voilà, faut s'y préparer. Faut être sûr de ce que tu veux voir, faut préparer les jeux, faut savoir où tu te diriges dans le salon pour savoir à quelle table tu vas t'installer. Enfin, vraiment, qui fait ça dans sa vie, quoi? Moi, je le fais pas, en tout cas. Moi, je le fais pas. Ok. Mais de quoi tu vas nous parler, du coup, pour cet épisode? Je vais vous parler de, non pas un, non pas deux, mais non pas trois, mais si, en fait, de 3 films différents en un seul. Et voilà. Ok. C'est très mystérieux. Du coup, on finit notre petit tour de table avec notre voyageuse de l'extrême, notre Bear Grylls local, qui est Julie. Comment est-ce que tu vas, Julie? Salut tout le monde. Ça va bien. Bienvenue à Eva. Ça va, ça roule. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler. Alors déjà, je tenais à dire que pour une fois, j'avais décidé de faire une chronique sur un jeu de plateau. Je voulais vous parler de Chant d'honneur et heureusement, j'ai vérifié avant auprès de Zef si ça avait pas déjà été chroniqué et évidemment, ça avait déjà été chroniqué par Zef. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais vous parler de la petite série Clio qui est dispo sur Netflix en ce moment. Ok. Ouais, effectivement, Chant d'honneur, ça avait déjà été, mais même moi, j'aurais même pas su resituer à quel épisode. Mais ouais. Épisode 33, c'est vérifié. Ok, voilà, très bien. Écoute, pour cette chronique manquée, épisode 30, rendez-vous à l'épisode 33 si vous avez quand même envie d'entendre parler de Chant d'honneur. Par contre, c'est Zef qui en parle, mais voilà, c'est pas grave. On a d'autres sujets pour vous. En tout cas, merci d'être là et c'est du coup parti pour le premier sujet. C'est une chronique qui a failli ne jamais être parce que ça n'a ni rapport avec Magic ni avec Stephen King. Zef, de quoi est-ce que tu nous parles exactement ce soir? Alors, effectivement, je vais pas parler de la Tour Sombre, mais j'ai sûrement un lien avec. À un moment, j'en vais en trouver un point que je vais parler. Ni Magic, ni de Dark Souls, ni de Lost, mais voilà. Bon, moi, j'ai placé les 4. Je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est en film interactif, en FMV, si on parle correctement. Un jeu d'un développeur éditeur, parce qu'il est aussi éditeur lui-même réalisateur, que j'adore depuis longtemps maintenant, et parce que son premier jeu, je crois qu'il date de 2015 si j'ai pas de conneries, ouais 2015 directement, et il avait fait un autre jeu derrière qui était un peu moins bon, mais parce que il en faut un peu moins bon en 2019, et quand je crois que c'était un retour d'enregistrement du Défaussé où je suis rentré chez moi, j'ai vu que son nouveau jeu était sorti et j'ai instant acheté, téléchargé et commencé à jouer. Et je vais vous parler donc de Immortality, un jeu sur Steam qu'on trouve aux alentours de 20 balles, qui est édité par Half Mermaid Productions, dont le développeur réalisateur principal est Sam Barlow. On y retrouve en scénariste plusieurs personnes, je vais y revenir, mais Alan Scott, Amelia Gray et Barry Gifford.
Pourquoi je parle de scénariste? Parce que c'est un jeu de narration pure et dure. Si ne vous connaissez pas Sam Barlow, arrêtez tout de suite d'écouter ou de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez votre téléphone ou votre PC et vous téléchargez Her Story, H-E-R plus loin Story comme son histoire à elle, et vous jouez. Et une fois que vous avez fini le jeu, vous pouvez revenir écouter cette chronique. Donc, si vous ne connaissez pas Her Story, je vais vous le pitcher en 3 phrases et ensuite vous allez comprendre pourquoi c'est un des meilleurs jeux du monde et pourquoi j'attendais très fort Immortality. Her Story, c'est l'histoire d'une... Quand on commence le jeu, en fait, on arrive comme si on était sur une interface à Windows 95 et il y a un software qui est allumé dont j'ai oublié le nom et dedans il y a un mot-clé, il y a une zone de recherche et dans la zone de recherche il y a un mot-clé qui est meurtre. Et il y a 5 petites vidéos en clip qui sont affichées. Dans la première vidéo, on voit une femme, on verra d'ailleurs que elle tout au long de toutes les vidéos qu'on verra, qui est interrogée par la police dans une salle d'interrogatoire. On n'entend que elle, on n'a pas les questions de la police, mais elle dit juste, voilà, je viens de déclarer que mon mari a disparu, ça fait quelques jours, j'ai pas de nouvelles de lui, machin et tout. Dans la deuxième vidéo qu'on voit, chaque vidéo dure parfois entre 10 et 1 minute 30, 2 minutes maxi. Dans la vidéo suivante, on voit donc cette nana qui dit « Ah bon, un meurtre ? Mais c'est incroyable, comment vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ?» et ainsi de suite. Et dans la dernière vidéo, on voit juste la nana qui est là, qui dit « Bon, de toute façon, vous avez aucune preuve contre moi, tout ce qu'on se dit depuis des mois, c'est juste des histoires. Vous avez que des histoires, c'est tout en fait. » Et en fait, évidemment, les vidéos sont dans le temps, avancent dans le temps pour donner cette notion d'histoire. Et en fait, on va taper des mots-clés pour essayer de comprendre ce qui est arrivé, quelle est l'histoire autour de cette histoire de meurtre, et qui est mort, et pourquoi, et comment, et qui est cette femme, est-ce qu'elle est vraiment coupable, et ainsi de suite. Donc ça se fait sans qu'il y ait vraiment de tutoriel, sans qu'il y ait vraiment de mise en place par qui que ce soit. C'est vraiment de l'auto-apprentissage, finalement, du jeu, et de comment on va appréhender le jeu, et tout le jeu se fait par mots-clés. Sur cet entrefait, Sam Barlow était complètement indépendant à ce niveau-là. C'était son premier jeu, enfin c'est pas son premier jeu, mais c'est son premier gros succès en indépendant. Il a sorti donc 4 ans plus tard Telling Lies, qui est un peu dans le même concept mais un peu moins bon. Enfin moi j'ai un peu moins accroché. Et Immortality là est arrivé sur vos étagères de jeux parce que vous devez l'avoir absolument, acheter ce jeu. Et donc Immortality c'est quoi ? C'est le même type de principe, c'est une narration pure et dure, et en fait on est comme si on était dans une salle de montage de film. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'on a, je sais plus comment ça s'appelle, cette machine avec la grosse molette avant-arrière qui permet d'avancer ou de reculer dans un film, de zoomer, ça a un nom en cinéma, mais voilà, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et en fait, le jeu commence, on rentre dans le jeu, on a juste une vignette sur laquelle on va cliquer. Il y a un petit film publicitaire qui date des années 60, je crois, 65, 66, où on voit une actrice qui fait la promotion, je crois, d'un savon dans les années 60. C'est en noir et blanc, c'est vraiment assez mal fait. Le grain de l'image est un peu abîmé, il y a des entrecoupures, on voit que la pellicule a un peu souffert avec le temps. On comprend que l'actrice qu'on voit, enfin l'actrice, si on peut l'appeler actrice à ce moment-là, elle s'appelle Marissa Marcel, c'est une femme. Et en fait, au moment où on va mettre pause sur cette petit clip, on peut cliquer droit sur notre souris et le pointeur va se transformer en espèce de loupe. Et en fait, on peut pointer différents endroits à différents moments du film et le pointeur va nous dire qu'on peut cliquer. Et en fait, si on va cliquer sur un élément du film, le film va s'arrêter et en fait le jeu va nous chercher un autre clip d'un film ou d'un rush ou d'une répétition d'un film ou d'une interview ou de n'importe quoi dans lequel l'élément apparaît. C'est-à-dire si je m'arrête sur ça et que je clique sur un verre, ben en fait il va me sortir un élément du jeu d'un autre film dans lequel un verre apparaît dans la scène et ça va reprendre la narration à partir de là. Et quand on va revenir sur notre menu de base où on a tous les clics qui vont s'enchaîner, qui vont se mettre dans l'ordre chronologique, en fait on va avoir un nouveau clip et on peut cliquer, revoir le film, avancer, reculer, mettre pause quand on veut, zoomer sur un élément pour aller cliquer sur un élément et revoir du coup un nouvel élément, un nouveau clip, un nouveau film qui va apparaître. On peut cliquer sur les visages, on peut cliquer sur les noms, on peut cliquer sur les objets, on peut cliquer sur à peu près tout. Donc déjà rien que ça, c'est assez ma boule de se projeter là-dedans. Est-ce que jusque-là vous avez compris ce que j'ai dit ? Ouais. Ouais. Ok.
Donc, vous allez me dire, ok, mais c'est bien joli tout ça, mais on fait quoi dans ce jeu ? Bah oui, on fait quoi dans ce jeu, Zef ? Merci. En fait, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait, dans la base du jeu, c'est que Marissa Marcel, c'est une actrice qui n'a jamais vraiment été portée à l'écran parce que tous les films dans lesquels elle est tournée ont pas été portés à l'écran. Ce sont des rushs qu'on a retrouvés quelque part, que vous avez retrouvés quelque part quand vous commencez le jeu. Et en fait, le but va être de comprendre plus ou moins ce qui lui est arrivé à travers les films, les répétitions, les interviews qu'on voit, comprendre un peu sa logique à elle, comment elle a évolué, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et voilà. Et de base, on va faire ça. Sachant que les films, on a la première partie de cette pub qui est dans les années 60, fin des années 60. Le dernier film, il arrive de fin des années 90. On est en 99. Donc déjà, on a une grande plage, on va dire, de films, d'histoires qui sont là. Après cette première partie de pub, le premier film dans lequel elle tourne, il s'appelle Ambrosio. C'est une forme de réinterprétation d'un bouquin qui s'appelle Le Moine. Il a été tourné, le film tel qu'on le voit a été tourné en 1968. Puis il y a un deuxième film qui a été tourné en 70. Puis après, le dernier film est dans fin des années 90, en 99. La première chose qui peut choquer, mais on le voit pas, c'est pas un gros spoil, mais on le voit pas trop quand on joue au jeu. On se rend pas compte que l'actrice, depuis 68 jusqu'en 99, elle n'a pas bougé. Physiquement, c'est la même personne. Donc déjà, il y a des questions à se poser. Moi, quand je m'en suis rendu compte, j'étais en mode, attends, mais en fait, je suis plus du tout dans la même époque, là. Elle a pas pris une ride, la nana, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est contextualisé à chaque fois que tu changes d'époque, genre les rushs, ils sont tous datés. Alors, en fait, il y a les clips les claps de début et de fin de scène. Généralement, okay. Qui disent Ambrosio, scène 3, acte 4, pouf, clip, et dessus tu as la date, effectivement, le titre du film. Two of Everything, 1999, acte 4, machin. Tu vois qu'il y a un contexte dans le truc. Après, hors de ce qui a été filmé, on ne voit rien d'autre. Il n'y a vraiment aucune autre info à part les films en eux-mêmes qui sont vraiment la structure même du jeu, quoi. Et du coup, on va continuer comme ça, on va avancer dans le jeu au fur et à mesure, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir des évolutions de l'actrice. Et vraiment, il y a un effet ultra hypnotisant, tout dans la mise en scène, dans la façon de nous faire comprendre l'histoire. Il y a un peu de Lynch là-dedans. On sent en vrai vraiment toutes les interprétations, toutes les sources qui sont là-dedans. Il y a un souci particulier qui est apporté à la caméra, au grain de l'image. Le film qu'on voit dans les années 60 n'est pas du tout le même qu'on voit dans les années 90. Le style, l'époque est ultra bien représenté. C'est honnêtement le travail de montage, le travail de détail qu'il y a dans chaque scène. Mais c'est ma boule, c'est vraiment ma boule. À chaque fois, je suis putain de surpris de me dire, mais putain, les gars, ils ont vraiment fait un film, en fait. Ils ont tourné un film de bout en bout, c'est pas croyable. Il manque pas grand-chose, en fait, je pense, en termes de montage pour faire un film derrière. Alors évidemment, il manque énormément de scènes, je pense, mais franchement, on s'y croirait. Et à aucun moment, on se pose la question de ce qui est faux, de ce qui a pas été fait. Enfin, vraiment, c'est assez ma boule. Jusqu'à un moment, dans le jeu, où on s'amuse, tu vois, t'es en train de dire, ok, bah je vais cliquer là, ok, je clique là, oh c'est marrant, il y a ça, ah tiens, j'ai pas pas compris ce qu'elle a dit, ou j'ai pas vu ce qu'il a fait le mec dans le fond là-bas, je vais retourner en arrière et je vais regarder un peu mieux, et paf, il se passe quelque chose que je vais pas spoiler, mais franchement, j'ai eu des frissons de ouf, j'étais pas content du tout, et j'étais vraiment pas bien chez moi, quoi. Et en fait, il y a des twists dans le jeu qui s'annoncent petit à petit, il y a des façons de faire... ne serait-ce que dans la façon dont l'actrice évolue sur la fin de sa carrière, il y a des trucs qui se passent, tu sens qu'il y a un truc bizarre qui a évolué, qui a changé dans sa façon de penser et tout, c'est assez intéressant. Bref, tout ça pour dire, parce que là, je vous ai pas vendu, si je vous ai pas vendu le jeu, je sais pas ce que je dois faire de plus, mais vraiment, si vous êtes amoureux de cinéma, enfin, je suis pas amoureux de cinéma, mais moi j'ai kiffé. Mais si vous aimez un tant soit peu le cinéma, s'il y a des choses, si vous aimez les mystères, si vous aimez la méta, parce que c'est un film qui est rempli de méta au final, parce que tu peux
Tu peux prendre des photos de certains clips pour les ranger, pour te rendre compte de certaines choses qui sont récurrentes. Tu peux les trier d'une certaine façon, parce qu'il y a des choses à voir aussi. Vraiment, et putain, c'est ouf. C'est du Sam Barlow. Je sais pas comment le vendre autrement que ça. C'est vraiment magnifique comme truc. Il y a tout un contexte qui est absolument fort. Toute l'époque est super bien représentée. Il y a une forme de sexisme ambiant qui est présent dans les années 60 qui montre un peu comment les femmes étaient traitées à l'époque. Il y a un côté vraiment, tu sens que le mec en fait il a voulu s'amuser de ouf et qu'il a vraiment réussi à faire ce qu'il voulait. Je reviens rapidement sur les auteurs, les scénaristes qui sont derrière le film, le jeu, enfin les films. Donc Alan Scott, c'est le gars qui est derrière The Queen's Gambit, le jeu de la reine, qui a été sur Netflix, que vous devez voir si vous l'avez pas vu. Il y a Amelia Gray qui est une scénariste derrière Mr. Robot. Barry Gifford, qui est derrière Lost Highway, et en plus Sam Barlow évidemment qui est là aussi, qui apporte sa façon d'être. Il y a si vous aimez les interviews, il y a Silence on joue, qui est un podcast que j'écoute plus trop aujourd'hui, mais qui a fait une interview, je crois qui dure 2 heures, 2 heures et demie, de Sam Barlow, qui est assez intéressant. Bon, il y a plein de choses qui sont en enfance, les portes ouvertes, on pose des questions qui fâchent pas trop, mais il dit des choses super intéressantes sur son expérience de jeu, qu'est-ce qu'il cherche à transmettre aux joueurs, et franchement, il y a un côté ultra sincère dans sa façon d'être qui est vraiment folle. Voilà, jouer à Her Story, et ensuite jouer à Immortality. C'est important en termes de chronologie de faire d'abord. Pas du tout, absolument pas, mais Her Story est tellement au-dessus de tout le monde, c'est forcément le jeu que vous allez faire. Alors jouez à Immortality d'abord parce que vous allez kiffer, et ensuite jouer à Her Story parce que c'est merveilleux. Ouais, c'est peut-être dans ce sens-là. Moi je suis assez content, mais bon, bref, c'est voilà. Trop cool. Instant buy. D'ailleurs, j'avais pas fait. Je suis pas sûre d'avoir fait Telling Lies, qui est l'un des premiers. Le second qu'il a fait en 2019. Moi, j'ai pas à Telling Lies, j'ai trouvé bien. Je trouve que le twist de fin, il fonctionne pas trop. Mais il y a une ambiance particulière, il y a une façon d'être particulière dans le jeu, une fouille qui est différente, je trouve. Mais juste après Her Story, pour moi, il était vraiment bof, quoi. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui arrive au niveau de narration de Her Story. Du coup, même Immortality, il est bien, mais Her Story, pour moi, il est vraiment au-dessus. Mais c'est que mon avis, bien entendu. Mais Immortality, il y a juste vraiment cette finesse d'écriture, cette finesse de représentation à l'écran, de recherche. Ces petits twists que tu vois pas venir, qui sont vraiment très bons et que tu vas chercher différemment. C'est vraiment une merveille. Ouais, ça a l'air assez fifou. Julie, est-ce que t'as haussé les sourcils quand t'as entendu Lynch? Évidemment. Et Lynch et Lost Highway. Non, mais moi ça me hype vachement parce que bah ouais, ça évoque les creepypasta. Tu tombes sur un bout de film, sur un rush, tu sors le truc et t'es dans la position en fait d'enquêteur malgré toi, et finalement tu découvres un mystère, tu tires un fil, etc. Et moi, n'étant pas gameuse et n'ayant pas spécialement de skill en termes de manette, juste un jeu où tu fouilles, tu cherches et t'as du click and point, moi ça me donne envie. Et le côté un peu vieille interface Windows, vieux rush que tu tries, j'ai trop envie. Surtout que t'as pas besoin d'avoir, enfin pour l'instant si, mais bientôt il y aura pas besoin d'avoir un PC ou autre chose pour jouer, parce que il y a un partenariat avec Netflix qui est en train de se faire. Je sais pas où il en est aujourd'hui, mais le but c'est de pouvoir y jouer sur Netflix comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Il y a des jeux qui sont gratuits si on a un compte Netflix, comme merde, comment il s'appelle ce jeu, j'ai oublié le truc de The Breach ou un truc comme ça. Into the Breach, et du coup par le mec qui avait fait FTL, que vous devez, ces deux jeux sont à jouer aussi, hein, bien sûr, mais Life Out Gamer. Mais du coup il y a un truc qui va être fait, alors je sais pas s'il va être possible sur téléphone, mais je sais qu'a priori il y a un truc qui va être fait là-dessus pour pouvoir jouer depuis la télé, parce que c'est un jeu qu'on peut faire à plusieurs, hein. Vraiment c'est un jeu où t'es à deux en couple sur ton canapé, et tu dis alors comment ça marche justement si t'as envie d'en jouer, de le faire en couple ou entre potes? En fait, t'as une personne qui tient la manette ou la télécommande et l'autre qui regarde. Parce qu'en vrai, tu fais que regarder des clips, en fait. Tu fais que regarder des morceaux. C'est pour ça que ça m'intriguait. Est-ce qu'il y a un vrai gameplay, il y a une vraie, ou c'est juste un partage? Le gameplay, c'est avance, pause, arrière, zoom et basta. Ouais. T'as que ça, en fait. Et après,
t'as une petite façon de jouer un peu particulière, si t'as envie de jouer à la manette ou à la souris, tu sais, avec le fait de rembobiner en allant en arrière. Moi, la souris, je trouve ça super intéressant. Mais vraiment, c'est un truc à faire à plusieurs. Parce que chacun va avoir une interprétation de ce qu'il vient de voir. Attends, moi, j'aimerais bien cliquer sur le bout de la voiture, là, voir où on voit la plaque minéralogique. J'aimerais bien voir. Attends, derrière, il y a une photo. On peut cliquer sur la photo de la personne, là, voir ce que ça donne. C'est vraiment ça, quoi. C'est Murder Party, mais en mode jeu vidéo sur... Putain, c'est trop bien. Ouais. En fait, il aurait fallu qu'on fasse ça. Plus de Alice et autres, de se dire vas-y, on se fait une soirée où on regarde tous des rushs de films et on se lance tous dans l'enquête avec nos théories et autres. Eva, est-ce que le pitch t'a convaincu? Ah, moi, totalement. Alors déjà, Her Story fait partie de ma liste de jeux Steam. Il est dans ma bibliothèque. Par contre, j'avoue tout, je l'ai acheté sûrement à une période de solde et je ne l'ai jamais lancé. Mais maintenant, je pense que je vais m'y mettre. Et ça me parle totalement parce que déjà, les aventures interactives, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et le côté point and click aussi, d'ailleurs, la chronique que je vais faire tout à l'heure, c'est aussi un point and click. Enfin, c'est surtout un point and click, plus qu'une aventure interactive. Donc ça me parle totalement et ouais, ça me donne très envie. Ça me donne très envie. Trop cool. Tous convaincus, tous dans le panier Steam. Est-ce que oui, du coup, est-ce que t'as une idée du temps que t'as passé dessus au total? Alors, j'ai une idée bien sûr parce que j'ai un compte Steam et qu'il va me le dire. Là, j'en suis à 6 heures de jeu. Ok. Je pense que c'est un jeu qui se peut... Alors, j'ai des échos de personnes qui ont joué une vingtaine d'heures, mais je pense que c'est vraiment je vais fouiller pour trouver la dernière vidéo possible, le dernier succès. Je pense que c'est un jeu qui tourne autour des 8 heures pour l'avoir complété. Là, je l'ai pas fini, je me suis arrêté à des moments clés pour me dire ok, je vais profiter de ça quand j'aurai le temps de me poser correctement et que j'aurai pas trop de devoirs à faire à côté de ça. Je suis en train de voir que le jeu a peut-être gagné le Golden Stick Joystick Award ou un truc comme ça, donc il y a des récompenses dessus. Il est nominé, pardon. Il est nommé. Ouais. Nommé pour le Golden Joystick. Et voilà. Et trop cool. C'était du coup Immortality, qui est développé par Alpha Mermaid, sorti en août de cette année et dispo sur PC, Mac, Android et Xbox Series pour une vingtaine d'euros. Merci Zef. Alors cette fois-ci, on change de scène, on change de contexte, on change de tout. On remonte à la chute du mur de Berlin et de la Stasi. Julie, dans quoi est-ce que tu nous embarques cette fois-ci? Alors cette fois-ci, je vais vous parler d'une mini-série que j'ai bingée la semaine dernière, dispo sur Netflix, qui s'appelle Clio. On a 8 épisodes et c'est sorti donc cette année. Et c'est une création allemande, pour changer. Donc une série en allemand. Et ça nous raconte l'histoire d'une ex-espionne de la Stasi, donc des services de renseignement est-allemands, qui s'est retrouvée emprisonnée donc par la RDA à la suite d'une mission spéciale stratégique qu'elle a pourtant réussi. Néanmoins, se trouve derrière les barreaux pendant 3 ans. Et arrive la chute du mur de Berlin. Et comme tout un tas d'autres prisonniers de la RDA, elle va être libérée, parce que les prisons sont un peu globalement ouvertes à ce moment-là. Et elle va partir à la recherche de la personne qui l'a trahie et essayer de comprendre pourquoi elle s'est retrouvée en tôle alors que c'était l'espionne première de la classe qui réussissait toutes ses missions. Donc cette héroïne, camarade, s'appelle Clio et c'est une assez jeune fille qui est très rigolote, qui est pas très équilibrée. On sent qu'il y a un petit pet au casque et on va la suivre en fait dans toutes ses péripéties aux 4 coins du monde, dans sa tentative de remonter le fil un peu de son histoire et de qui la balance et pourquoi. Donc en fait on va retrouver vraiment tous les codes un peu du film d'espionnage old school. Donc Clio, on va la voir avec des perruques, des fausses dents, utiliser des faux passeports,
jouer de son baratin pour franchir les frontières, manipuler les gens. Évidemment, elle sait se battre, elle est trop forte, elle utilise des poisons, elle a toujours un silencieux, elle abat des gens, il y a des agents triples, doubles, dans tous les sens, etc. C'est vraiment traité vraiment volontairement à l'ancienne avec tous les codes du film d'espionnage un peu classique. Avec plein de clins d'œil à ce genre, et c'est surtout hyper drôle. C'est vraiment tourné sur le ton de l'humour, et c'est super rafraîchissant. Ça joue vachement sur le décalage et un peu le ridicule de l'ex-Allemagne de l'Est. Ça fait évidemment penser à Goodbye Lénine, voilà, avec ce côté un peu nostalgie que certains peuvent avoir de la RDA, et avec tout le ridicule de la situation qui est toujours mis en lumière. C'est aussi des sujets pas drôle à la base, hein, la censure, la Stasi, l'espionnage, mais toujours tourné en ridicule. Ce que j'ai vraiment kiffé dans cette série, c'est vraiment les looks et les décors. C'est superbe. Tous les intérieurs de maison, c'est hyper kitsch, mais kitsch beau. Notamment la maison du papy de Clio, qui est un ex très haut gradé de la Stasi. Alors là vraiment, mais tout y est en termes de papier peint, de motifs, genre je pense que on peut pas en mettre plus dans une seule pièce. Des fleurs avec des motifs géométriques, avec du marron, du orange, du bleu. C'est hyper chargé, mais super kitsch, mais vraiment traité avec vachement de bon goût. C'est-à-dire que tous les on voit pas des trucs moches soviétiques de l'époque, on voit vraiment des beaux objets, du design superbe, des mobiliers magnifiques. Et c'est pareil pour les looks vestimentaires des persos. Donc ça joue évidemment la carte du 80s à fond, avec les petites Reebok Fitness, la veste à maxi épaulettes, le pantalon zèbre sur des Santiago. Enfin c'est super pop en fait. Plein de couleurs, ça claque. Et d'ailleurs on apprend que en ex-Allemagne de l'Est on ne dit pas aérobic mais gym pop. Parce que aérobic, c'était trop connoté américain. Ouais. Donc c'est ça, c'est complètement gym pop cette série, et il y a tout un tas de personnages très rigolos, hauts en couleur. Il y a notamment un personnage de flic, alors toujours sur les codes super classiques du film d'espionnage. T'as toujours le flic alter ego de l'espion ou de l'espionne, flic qui est un peu en opposition contre sa hiérarchie, que personne n'écoute, mais qui suit son instinct et qui lui a compris qu'il fallait enquêter de ce côté-là, et qui se retrouve à poursuivre Clio au risque de se faire virer parce qu'il le fait complètement sans l'autorisation de sa hiérarchie. Et évidemment qui va développer une certaine empathie pour elle et qui va finir par bien l'aimer. Et ce flic là, il est un flic qui s'appelle Sven, et il est vraiment genre il est génialement nul. Il essaye d'être cool, mais il est il est nul quoi. Genre il joue avec des clés, il les fait tomber, il essaye d'être stylé, mais il a un peu peur de tout. Enfin, il est vraiment rigolo. Toujours avec un super look années 80, le costard oversize sur t-shirt blanc, avec collier gourmette, mocassin, chaussettes blanches, nickel. Dans les persos comme ça trop chelou, il y a un personnage qui s'appelle Uwe. C'est alors j'ai lu quelque part, c'est le sosie est-allemand de Dwight de The Office. Donc vraiment les lunettes les lunettes monture métal à double pont, avec vraiment genre physique, œil torve de prédateur sexuel horrible,
ultra violent et complètement con. Et alors surtout moi, mon petit perso préféré, c'est ce petit bonhomme du nom de Tilo, qui est en fait un pote un peu coloc de Clio. Et en fait, c'est un gars qui passe son temps en club techno berlinois, évidemment, et qui est défoncé tout le temps, et d'ailleurs qui a un acolyte qui s'appelle Fonce D, je crois. Donc imaginez un mec qui fait genre 1m95 pour 60 kilos, avec une coupe au bol blonde, des yeux bleus exorbités de personnes droguées H24, et qui est tellement perché qu'il est persuadé qu'il vient d'une autre planète, Xenius, et qu'il est en mission sur Terre pour amener la musique techno aux humains. Voilà. Donc ça c'est mon petit chouchou, ce petit personnage de Tilo. Point musique sur cette série, il y a des super sons tout le temps. Donc évidemment des super sons techno à fond, indus à fond. Alors bon, faut aimer un peu l'ambiance béton, soirée dans des usines désaffectées. Mais vraiment, enfin, j'ai entendu des sons trop cool. Et j'ai spoté aussi, ils utilisaient du Laibach. Alors c'est un chanteur qui vraiment qui fait du son hyper indus avec une voix super gutturale, qui chante en allemand un peu façon Rammstein. Et voilà, j'ai passé un super bon moment dans cette série. C'est rythmé, c'est images trop belles, super rigolo, rafraîchissant. Et puis voilà, ça change aussi un peu de une fiction allemande, de pas entendre que de l'anglais tout le temps aussi. Voilà, ça change. Une petite série sans prétention, mais vraiment qui se dévore l'espace de 2 soirées. Allez-y. Très très cool. Est-ce qu'on a quand même droit à du David Hasselhoff juste pour marquer le coup? David Hasselhoff himself non, même non, sur non. en petite ref justement par rapport au contexte. Ah bah non, ou alors attends, non, je sais ou alors pas, j'ai une info que j'ai loupée. C'était une vraie question. Mais ça aurait pu. C'était une vraie question. ça aurait pu. Ça aurait pu carrément, ouais. Alors moi je l'ai pas du tout vu. Par contre j'avais commencé Killing Eve et il s'avère que Internet beaucoup compare. Je sais pas si toi t'as eu l'occasion de le voir, mais c'est pareil. Killing Eve alors c'est un peu plus BCBG dans le sens où voilà c'est un peu Bonnie and Clyde de l'espionnage côté anglais. C'est genre brillante espionne qui apprécie son train de vie, mais bon voilà quand même le petit train-train quotidien, et ça m'a fait un peu penser que voilà c'était peut-être dans la traîne des films d'espionnage un peu contre-pied. Eva, est-ce que t'as eu l'occasion de voir Cléo ou t'en as entendu parler? J'en ai pas du tout entendu parler. Par contre, j'ai bien regardé Killing Eve aussi. J'avais beaucoup aimé cette série, donc ça peut me tenter aussi. Ça m'a l'air d'être un peu dans les mêmes vibes, donc pourquoi pas tenter, ouais. Ça pourrait m'intéresser. Et toi, Sef, plutôt Stasi ou pas? Bon alors, comme ça c'est dur. Non, j'ai pas vu, mais je l'avais noté. Effectivement, il y avait un petit effet. Je pense que c'est un peu moins pop que Atomic Blonde, qui est un peu dans le même style, je crois, et un peu dans la même époque, avec Charlize Theron, qui était un peu dans le mode pendant la chute du mur, enfin avant la chute du mur. Mais si, ouais, c'est complètement mon genre de cam à voir aussi, absolument, quoi. Ok, et du coup, alors juste pour confirmation, il y a une seule saison qui est sortie pour l'instant. Est-ce qu'il prévoit plusieurs saisons, Julie? Ouais, alors juste une saison, et j'ai pas digué l'info, tiens. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est une saison qui peut se suffire à elle-même, donc je serais pas étonnée que ce soit pas suivi derrière, quoi. Ouais. Et bah très très cool. Merci Julie pour cette chronique. Du coup, c'était Clio. Est-ce que je sais pas si je le prononce bien, mais Cléo, K-L-E-O. C'est réalisé par Hanno Hackford, Richard Kropf et Bob Conrad. C'est pour l'instant en 8 épisodes.
C'est sorti en août 2022 et dispo sur Netflix. Du coup, parce que on aime bien l'espionnage et qu'avec l'espionnage on fait aussi des ponts très très grands avec des enquêtes des yakuza et une milice secrète. Eva, je suis curieuse de savoir de quoi il s'agit du coup pour cet épisode. Alors, du coup, High the Somnium Files, donc pour vous en parler dans les grandes lignes, c'est un jeu qui est sorti du coup en 2019 et qui a été édité par Spike Chunsoft, qui est très connu pour éditer les jeux Danganronpa et Zero Escape. Ça parle sûrement à certains d'entre vous. Le concepteur du jeu, du coup, c'est Akira Okada, et ses principales références, c'est les jeux narratifs à embranchement, donc tous les jeux comme Life is Strange, Detroit Become Human, Heavy Rain, ou les jeux de Telltale comme les Walking Dead. Voilà. Donc c'est un peu sa cam, c'est un peu ma cam aussi. Et le réalisateur de High the Somnium Files, c'est Kotaro Ushikoshi. Je crois que je le prononcerai pas beaucoup, mais voilà, Kotaro, qui a beaucoup travaillé du coup sur Zero Escape, et il aime beaucoup tout ce qui est art du huis clos. Donc en fait, les personnages qui arrivent, qui se retrouvent dans un endroit, ils sont enfermés, ils savent pas trop ce qui leur arrive, et on leur annonce souvent une très mauvaise nouvelle. Ils vont devoir s'entretuer, ils vont devoir, voilà, un triste destin les attend. Voilà, donc Kotaro va s'occuper de High the Somnium Files, mais pour le coup, c'était pas un huis clos cette fois-ci. Là, on part sur une mise en scène. Alors, c'est un visual novel, mais avec une mise en scène plutôt cinématique pour le coup. C'est pas simplement des textes écrits et des conversations qui n'en finissent plus. C'est vraiment, il y a des scènes cinématiques, et c'est une aventure narrative en point and click, en vue subjective. Donc c'est du classique du point and click. On est sur une carte, voilà, on choisit notre destination. On va se retrouver devant un décor, et puis on va interagir avec tous les éléments du décor en face de nous. Voilà, on va avoir une table, on va décider de voir ce qu'il y a sur la table. On va regarder un tableau, on va décider de l'inspecter ou de le toucher, voilà. Et voilà, le but c'est de discuter avec différents personnages pour faire avancer l'histoire. Donc pour vous parler justement de l'histoire, on incarne Kaname Date, qui est un célèbre détective. En fait, Date, il a deux particularités principales. C'est que déjà, il n'a pas du tout de souvenirs d'avant ces 6 dernières années. Et deuxième caractéristique, il a perdu son œil gauche. Et en fait, à la place de son œil gauche, il a une intelligence artificielle qui est logée dans son œil, qui s'appelle Aiba. Et il fait équipe avec Aiba pour ses différentes missions d'enquête. Voilà. Mais son œil artificiel, il sert à notamment zoomer des objets de loin. On peut faire un zoom, on peut aussi scanner au rayon X. Enfin, il a une vision à rayon X, en fait, il peut scanner différents éléments de loin, et ça, c'est très utile dans différentes enquêtes. Voilà. Donc là, on part sur un thriller qui est dans un décor du Japon assez futuriste, et au niveau d'histoire, donc ça commence très fort tout de suite. On a une victime qui a été poignardée dans un parc d'attractions. Alors c'est un jeu qui est assez gore, hein. Au niveau des images, c'est assez violent, c'est sanglant. Donc voilà, ça commence fort. Donc une victime poignardée à plusieurs reprises, et son œil gauche qui a été arraché de son orbite. Voilà. Donc ça commence comme ça. Et en fait c'est une histoire de meurtre en série, parce que du coup ce sera pas la première victime. Et le tueur du coup opérera plus ou moins de la même manière à chaque fois, en retirant l'œil gauche de l'orbite. Voilà. Pour les personnes qui connaissent bien les jeux Danganronpa ou les Zero Escape, ils peuvent être un peu frustrés au départ, parce que l'enquête elle commence fort, mais on démarre pas tout de suite en fait. Il y a vraiment toute une introduction des personnages, etc. Alors que dans les jeux Danganronpa ou Zero Escape, c'est un peu plus rapide à mettre en place. Enfin, on comprend tout de suite que les personnages ils se retrouvent confrontés à une situation compliquée. Et voilà, donc il y a ce côté-là à prendre en compte. Mais c'est quand même un jeu qui a un récit incroyable, qui aborde des thèmes qui sont très très profonds. Je vais en parler rapidement un petit peu après. Avec des personnages qui sont touchants. Alors, on n'a pas énormément de personnages, mais ils sont chacun vraiment travaillés. Et puis alors je l'ai pas encore terminé, mais j'approche un petit peu de la fin, et plus ça avance, et plus ça retourne complètement le cerveau.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de meurtre en série, on doit trouver le coupable. On va faire des rencontres, on va interagir avec la plupart des personnages, et ils ont tous leur personnalité propre. Maintenant, on est sur un jeu vraiment purement japonais, donc on a vraiment des personnages un petit peu clichés, comme on a une fille qui s'appelle Mizuki, elle incarne un peu au Japon ce qu'on appelle les tsundere, donc c'est vraiment les personnes qui refoulent un peu leurs sentiments, qui se montrent un peu dures, mais qui au fond ont un grand cœur. On va avoir la charmante enseignante Hitomi, qui est une douceur incarnée, voilà, représentation de la douceur. On va avoir la mère d'un des personnages qui s'appelle Mayumi, qui elle, pareil, représente la mère qui est très dévouée avec son mari qui soutient son fils à 100%, qui en font un enfant gâté pourri d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment des personnages assez forts, mais très clichés dans leur personnalité. Et le personnage qu'on incarne, Date, lui, du coup, donc comme j'ai dit, il est inspecteur, il travaille pour une organisation. Et cette organisation-là, elle a créé une machine, et c'est aussi ça qui fait tout le cœur du jeu. Cette machine-là, c'est ce qu'on appelle le prototype 5 machine. Voilà, c'est un peu compliqué. On synchronise, on fait des synchronisations avec les personnages. Donc en fait, c'est une machine qui permet d'entrer dans les rêves et dans l'inconscient des personnages qu'on a rencontrés. Donc en fait, on peut les endormir, par exemple, si on rencontre un suspect ou quelqu'un qui ne nous dit pas tout, on décide de synchroniser avec cette personne-là, on l'endort, et pendant 6 minutes très précises, donc vraiment chronométrées dans le jeu en temps réel, on peut rentrer dans son rêve et trouver des indices qui peuvent servir à l'enquête. Donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que donc ces personnages s'endorment et Date et Aiba, son intelligence artificielle, ils activent ce qu'on appelle le somnium du coup et ils interagissent dans le rêve des personnages. Donc là, à ce moment-là, on prend possession du corps de Aiba. C'est plus seulement du point and click. On voit notre personnage en action directement. Et puis on avance, on découvre des indices sur la carte et puis on avance. Et là, c'est la phase qui est un petit peu compliquée dans le jeu parce que c'est vraiment aléatoire, on a des indices, mais on peut décider d'interagir. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, il y a une flaque de sang, ils vont nous proposer toucher la flaque, regarder la flaque ou sauter dans la flaque. Nous, on sait pas du tout, il n'y a pas forcément de logique dans les choix. Donc on peut décider par exemple de sauter dans la flaque. Hop, si c'est bon, bah trop bien, ça ouvre la porte à la suite de l'enquête au sein du rêve. Si c'est pas bon, bah il y a juste une petite conversation un peu fun qui se débloque avec Date. Mais comme on est limité dans les 6 minutes, bah du coup en fait si on enchaîne plusieurs fois des fausses routes, bah on doit recommencer. On doit mémoriser la bonne route, en fait un peu comme si on cherchait une combinaison d'un coffre quoi. Et jusqu'à trouver le bon dénouement et la sortie du rêve avant les 6 minutes. Donc après on a quelques jokers qui viennent nous aider pendant ces rêves-là, c'est-à-dire on peut décider qu'une action, parce que nos actions nous font perdre du temps en fait. Si on décide par exemple de sauter dans la flaque, ça peut nous prendre 120 secondes sur les 6 minutes. Mais on a des jokers qui viennent et qui peuvent nous permettre de diviser le temps par 2 par exemple, de diviser par 4, etc. Donc c'est des petits jokers qu'on débloque et qui nous permettent d'arriver au bout de ces phases d'enquête. Voilà. Et en fait, c'est pendant ces phases-là, du coup, où on peut avoir 2 intersections. En fait, ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, je vous donne un exemple pour une des enquêtes. Aiba, elle a le choix entre soit regarder dans la cage d'oiseau numéro de droite ou celle de gauche. Et dans celle de droite, elle voit une photo. Dans celle de gauche, elle voit, je sais pas, un cadre, je sais pas. Donc dans la première fois on va choisir la photo, puis du coup ça va être ok, ça va être correct, donc on va réussir. Mais ensuite ce qu'on va pouvoir faire plus tard, c'est une fois qu'on a terminé la route, parce qu'en fait c'est un jeu comme les visual novels, il y a plusieurs routes. Une fois qu'on a terminé la route, on peut très bien revenir et recommencer la route à partir de ce moment-là pour pouvoir faire l'autre choix et voir une toute autre réalité derrière, un tout autre scénario qui est prévu derrière. C'est un peu compliqué. Je vous ai peut-être perdu un peu, mais voilà. En fait, il y a plusieurs scénarios. On passe par plusieurs scénarios, plusieurs routes. Oui. Juste avant de recontinuer, côté gameplay, en gros, t'as des phases où tu peux endormir des gens. Est-ce que tu peux le faire un nombre indéfini de fois et sans pour autant avoir un fail ou rencontrer un blocus narratif qui te dit bon bah tu peux plus parler à cette personne, tu peux plus l'endormir pour X raison?
Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, ça fait purement partie du scénario. C'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on va endormir quelqu'un. C'est vraiment, dans l'histoire, on a notre boss, notre manager, en fait. Elle est là et elle nous dit, bah voilà, nous on mène l'enquête avec un personnage dans notre organisation, et puis elle va nous dire, bon c'est pas normal, il est pas là, il est un peu louche. Viens, on fait une synchronisation avec lui. Synchronise avec lui. Donc en fait, ça fait totalement partie du scénario. On fait la synchronisation, on arrive, on la valide, on arrive au bout de la route. Puis du coup, on a une bad ending, une good ending, peu importe. Mais en fait, on a une ending qui ne nous convient pas. Parce qu'en fait, c'est pas fini. Il y a encore des questions qui sont pas, auxquelles on n'a pas eu de réponse. Et du coup, bah, là, à ce moment-là, on arrive au niveau d'une espèce de chronologie, en fait, d'un organigramme plutôt. Un organigramme. Et du coup, on peut retourner à certains chapitres pour rejouer certaines synchronisations et choisir une autre voie et découvrir une autre vérité. Donc c'est vraiment, en fait, la première fois, moi je savais pas qu'il y avait plusieurs routes. Du coup, quand j'ai commencé et que j'ai joué, que j'ai terminé la première route, je me suis dit waouh, mais quoi, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Puis du coup, après on découvre qu'on a une autre route. Et là, dans cette autre route-là, tellement de choses qui se sont passées dans la première route ne se passent pas dans cette deuxième route-là. En fait, et en gros, ce qu'ils veulent, je pense, c'est que du coup, on arrive à la fin avec la vraie route qui réponde à toutes nos interrogations. Voilà. D'accord. C'est un petit peu complexe dit comme ça, mais c'est vraiment hyper prenant. Et il y a pas de, en fait, on ne revit jamais les mêmes scènes ou les mêmes discussions d'une route à l'autre, même si le scénario en soi, le bloc du scénario, il reste le même. Ça reste toujours un tueur en série avec des personnes qui ont été tuées, c'est toujours les mêmes personnes. Et enfin, les personnes de base qui ont été tuées sont toujours les mêmes. Puis du coup, on essaie d'aller au bout de l'enquête. C'est juste t'as les routes qui sont grosso modo des branches plus ou moins exhaustives il y en a une qui sera complètement à l'ouest et qui va rien te donner en termes de réponse. Il y en a une qui sera à peu près correcte et qui te donnera un semblant de début de réponse, et une un peu plus complète, je suppose, avec des indices plus exhaustifs. En fait, elles donnent toutes des réponses qui sont toutes plus ou moins réelles, mais d'un autre point de vue. Parce qu'en fait, chaque route, je l'ai pas dit, pardon, mais chaque route, ça se focalise sur un personnage en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, la route de Ota, c'est le garçon dont je vous ai parlé, qui a des parents qui le gâtent, qui le chérissent depuis qu'il est petit, etc. Quand on va prendre la route, quand on va synchroniser avec Ota, et que du coup, on va rentrer dans sa route, on va avoir son point de vue à lui, on va avoir toute l'anecdote, toute l'histoire, mais de son point de vue. Quand on va prendre une autre bifurcation, bah du coup, on va pouvoir avoir le point de vue d'un autre personnage, et en fait, ça va partir sur sa route, et on va en apprendre plus sur ce personnage aussi, sur son histoire, sur son passé, parce qu'on va rentrer dans ses rêves, dans son inconscient, ça va débloquer des nouvelles scènes, etc. Et en fait, tous ces personnages-là sont liés de près ou de loin à l'enquête. Voilà. Okay. Sans spoiler, en fait, c'est un peu délicat à raconter comme ça, mais c'est un peu ça. Après, moi, c'est un jeu que j'adore, parce que déjà les jeux d'enquête, je suis très très fan de ça. Le seul petit point faible que je peux trouver potentiellement, c'est bon, déjà il y a la difficulté, la complexité, on va dire, de toutes ces routes là. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça, c'est un peu frustrant, mais je pense que quand j'arriverai au bout, je comprendrai vraiment. Là, je suis pas encore arrivée totalement à la fin, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est l'humour, en fait, l'humour de l'auteur, qui est Kotaro, voilà, qui est un peu lourd, un peu potache, en fait. C'est un humour, voilà, en fait, il reprend les gags un peu récurrents dans les mangas comme City Hunter ou Dragon Ball, sur les magazines, par exemple les magazines porno qui décuplent les capacités du héros. On a des phases, parce qu'on a quelques petites phases d'action en QTE, en Quick Time Event, parce que notre personnage, est un policier, il a un fusil, et du coup, bah, à certains moments, il va devoir le dégainer. C'est très rapide, hein, c'est des toutes petites phases où on va devoir se défendre, etc. Voilà, il va avoir un magazine porno, hop, et il va devenir tout de suite beaucoup plus fort. C'est de l'humour un petit peu où une fois c'est drôle, deux fois c'est drôle, après à un moment, bon, tu roules un peu de l'œil, voilà. Et moi je trouve qu'il y avait vraiment une espèce d'obsession sexuelle, en fait, de la part de Kotaro sur ce jeu-là. Par exemple, on a notre personnage, du coup,
il voit une secrétaire, il a envie de tout plaquer, quoi. Il a envie de lâcher l'enquête. Une secrétaire qui a des seins démesurés, voilà, il veut tout lâcher. Enfin, il y a des sujets, il y a des petites discussions qui se débloquent, qui sont drôles, mais en fait, on me dit, même, on n'a pas 15 ans. En fait, c'est vraiment le seul truc que je peux relever, qui m'avait un petit peu fait un peu souffler. Mais sinon, voilà. Après, par exemple, voilà, on a aussi les personnages comme Aiba, du coup, qui est, même si c'est une intelligence artificielle, elle peut prendre la métamorphose d'une fille. Et elle se métamorphose en fille qu'elle pense que Date apprécierait dans la vraie vie. Du coup, elle a une tenue complètement inappropriée. On a d'autres personnages comme la boss avec qui notre manager dans le jeu, pareil, sa tenue, voilà. C'est du japonais, quoi. C'est du jeu japonais pur. Après, on a quand même pas mal de références de pop culture. Ça, c'est assez fun. On a même des références à Danganronpa dans le jeu. Et du coup, il y a certaines conversations, comme j'ai dit, qui peuvent être très drôles à débloquer. Par exemple, on peut parler à un policier jusqu'à le rendre fou. On va lui dire oui, t'as trouvé quelque chose ? Il va dire non, j'ai rien trouvé de particulier. Je vous le dis quand j'ai trouvé. Tu peux lui reposer la question 10 fois d'affilée. Et les 10 fois, il va te répéter mais je t'ai dit que j'ai rien trouvé, et à la fin il pète un câble. Du coup c'est marrant. En fait voilà, on peut très bien décider à ce moment-là de partir avant de le rendre fou, mais il y a le côté où on se dit bon, c'est un jeu, on va le rendre fou. Voilà. Donc le jeu il tourne pas autour du pot du tout. Chaque interaction elle va apporter son lot de nouveautés et ses questionnements aussi, parce que à chaque fois on se dit waouh, ça ok, j'ai compris pourquoi il s'est passé ça, mais du coup là il te rajoute une nouvelle interrogation. Mais par contre du coup, à part les phases d'enquête dans la machine, on n'a pas vraiment de difficulté ou d'enjeu dans ce jeu-là. C'est-à-dire que si on va être face à un suspect, on va lui dire voilà, quel était ton alibi hier. Il va dire j'étais chez moi, et nous on a une preuve qui n'était pas chez lui. On a plusieurs preuves qui apparaissent à l'écran. On doit trouver la bonne preuve. Si on trouve pas la mauvaise preuve, il y a pas ni de game over ni rien du tout. C'est juste que voilà, on va nous dire c'est pas la bonne preuve, choisis une autre. Il y a pas d'enjeu particulier. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, t'as quand même t'as pas l'enjeu de tu t'es foiré, donc t'auras pas toutes les réponses. In fine, le jeu t'aide quand même relativement beaucoup, quoi. Oui, c'est plus plus une aventure narrative qu'un jeu ultra compliqué. Alors vraiment, les seules phases qui sont un peu compliquées, c'est justement les phases où on est en synchronisation, parce qu'en fait, on doit retenir la route pour arriver au bout de la synchro, et c'est totalement aléatoire au niveau des interactions avec les éléments. Des fois, il y a quelques interactions qui sont logiques, mais parfois pas du tout. Voilà, ça dépend vraiment des personnages et de l'histoire, c'est très particulier. Mais sinon non, il y a pas de game over, il y a pas d'enjeu. Quand on fait une erreur, on recommence, on choisit un autre choix, quoi. Après, au niveau de l'histoire, on a quand même beaucoup de rebondissements. C'est des bons rebondissements de haut niveau. On a des personnages qui sont touchants, même si, comme je l'ai dit, ils sont un peu clichés. Donc, on a l'idole aussi, le personnage de l'idole. On a le personnage du fan de l'idole. On a, comme j'ai dit, le héros un peu pervers, etc. Mais on a des thèmes qui sont très bien traités. Notamment, du coup, les routes des différents personnages, qui nous apprennent à en savoir, qui nous en apprennent plus sur chacun de ces personnages. Ça réserve des jolis moments de tendresse. On peut avoir le thème de la famille qui est abordé, le thème de la maladie mentale, de la parentalité. On peut avoir le thème du dévouement et de l'amour, bien sûr, sous toutes ses formes. Parce qu'en fait, quand on va rentrer du coup dans leur rêve, on va voir plein de jolies choses sur leur vie privée, et avec des cinématiques qui se débloquent derrière. Du coup, c'est assez émouvant. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les musiques, elles sont pas vraiment inoubliables comparées à ce que j'ai pu me souvenir de Danganronpa, qui elle restait beaucoup dans la tête. Là, c'est pas particulièrement inoubliable, mais ça reste touchant. Et puis voilà, j'ai pas encore terminé le jeu, donc comme j'ai dit, j'en suis à peu près à 19h, pardon, pas 9h. Je pense qu'il y a une vingtaine d'heures de jeu, de ce que j'ai compris. Et je prends mon temps pour pas arriver trop vite à la fin. Et voilà, et surtout qu'il y a le 2 qui est sorti. Je sais pas du tout si c'est une suite directe ou si c'est une autre histoire complètement. J'ai pas envie de regarder pour pas me faire spoiler. Mais voilà, il est sorti en juillet dernier. C'est Eyes the Somnium's Files Nirvana Initiative. Et c'est en l'achetant pour un ami que je me suis intéressée au jeu. Et que, du coup, j'ai décidé de prendre le premier qui était en promotion sur Steam dernièrement.
Et voilà, du coup, c'était High de Somnium File, nom un peu difficile à prononcer, mais très très bon jeu que je recommande à toute personne qui est fan de point and click et d'énigmes. Voilà. Julie, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ? Écoute, déjà Japon futuriste, ça me parle, et je suis très intriguée par le côté synchro dans les rêves. Et puis aussi la façon dont c'est amené. On n'est pas dans le rêve de quelqu'un, on est synchronisé avec. Et ouais, je suis curieuse de voir ça, ouais, le rendu, comment on vit cette synchronisation. Parce que du coup, ouais, t'as des phases de gameplay où tu peux te déplacer dans l'espace, et après, dans l'absolu, c'est des phases de dialogue. Tu parles à telle ou telle personne et on te dit, bon bah voilà, il y a tel ou tel suspect, et tu te synchronises ça, grosso modo, Eva. Ouais, c'est exactement ça. En fait, la plupart du temps, on est vraiment sur du point and click classique avec une vue vraiment subjective où on interagit avec le décor. Et les seuls moments d'action où vraiment notre personnage se déplace, etc., c'est quand on le synchronise avec quelqu'un. Ok. Suspect ou pas suspect, d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un ou voilà, même quelqu'un qui est dans le coma, on ne sait pas ce qui s'est passé, on veut savoir qui l'a mis dans cet état. On rentre dans son inconscient pour voir s'il y a des indices. Zef, est-ce que c'est un truc qui te tenterait ? Oui, complètement, sachant que j'ai déjà fait des jeux du genre et que j'ai déjà fait des jeux de Kotaro, justement. Donc oui, j'ai déjà fait Zero Escape, Virtue's Last Reward, de mémoire, que j'avais fait sur... c'était pas PSP, mais c'était sur... comment s'appelait cette console de portable de... PS Vita ? C'est PS Vita, bien sûr. Ouais, je l'avais fait sur Vita en 2013, 2014, je crois, un truc comme ça. Et effectivement, en fait, de tout ce que tu dis, Eva, en fait, je retrouve complètement le même style de jeu, c'est-à-dire complètement narratif en novel story où en fait tu as que du dialogue, tu pointes de temps en temps un objet pour voir ce qu'il y a, mais finalement t'as peu d'interaction et en fait t'as que du visual story. Mais avec le twist de quand t'arrives à la fin, en fait, t'as passé 5 heures de jeu et en fait, bah, tu te rends compte que c'est pas la fin, c'est que le début. Parce que tu vas tout refaire avec effectivement, en faisant des choix différents à certains embranchements, en ayant la méta du personnage qui te dit mais je connais cet endroit, je sais déjà que je dois pas cliquer là, je sais déjà que je dois pas ouvrir cette porte, et ainsi de suite, et en fait qui va t'aider au fur et à mesure du jeu pour redécouvrir le jeu et la vérité derrière chaque porte, chaque truc. Donc ouais, complètement, je suis assez client de ce genre de truc. En vrai, c'est assez intéressant parce que t'as pas cette notion de jeu vidéo, t'as plus vraiment cette notion de suivre une histoire pure et dure. C'est dans le titre quand on parle de visual story, mais finalement c'est assez, t'as un bon reward de j'ai compris le jeu, mais en fait c'est le jeu qui t'a vraiment mené à ça. En fait, t'as pas fait de déduction toi-même, t'as vraiment des petites énigmes qui sont pas trop dures, ou c'est le genre de jeu qui te fait comprendre ou qui te fait croire que t'es intelligent, alors qu'en vrai, bah, il t'a donné la solution sans que tu le vois vraiment, et c'est super cool comme truc. J'avais fait Steins Gates aussi, de mémoire, sur PS3 aussi, qui était pas mal. Ouais, bah, tu pourrais faire la chronique à ma place. T'en parles très bien. Bah non, mais du coup, puisque tu nous as parlé du 2, bah potentiellement ce sera, tu nous donneras une suite et une autre chronique à ce sujet, pardon. Mais en tout cas, c'était très cool. Moi, je suis ultra intriguée parce que j'avoue que l'univers un peu japonesque, plus les archétypes personnages, j'ai un peu de mal, mais en même temps, je suis baignée dedans parce qu'effectivement, très mangaesque. Mais voilà, c'était High the Somnium File, développé par Spike Chunsoft et dispo sur PC, Switch, PS4 et Xbox One autour de 40€. Merci Eva pour ta chronique. Du coup, est-ce qu'on passerait pas sur nos coups de cœur ? Et je vais commencer ce petit tour de table par Eva. Est-ce que tu as un coup de cœur dont tu aimerais nous parler ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres pas plus tard qu'hier, et c'est le dernier livre de Ichiban Japan. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un YouTuber qui parle régulièrement du Japon, qui vit au Japon, et qui a sorti son tout premier livre qui s'appelle 72 saisons du Japon. En fait, dans ce livre, il
il prend beaucoup de photographies du Japon sous toutes ses formes, et surtout le livre est divisé par saison. Donc en fait on commence, c'est par mois. Il t'explique de la première semaine d'avril toutes les animations qu'il peut y avoir au Japon, les fleurs qui sont visibles à ce moment-là, les festivals à ce moment-là, l'avantage de venir au Japon à ce moment-là. Et puis il traite comme ça semaine par semaine, mois par mois, avec des photos, des informations capitales, les petits mots à apprendre sur ces mois-là. Par exemple, le mois de juillet, ça va être le mot Hanabi, les feux d'artifice. Le mois d'avril, ça va être les fleurs de cerisier, donc les sakuras. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, j'ai commencé à le lire, je suis déjà à la moitié. Il commence par le mois d'avril, il termine du coup par le mois de mars. Mais du coup, ça donne super envie déjà d'aller au Japon. Les frontières ont réouvert, je pense que ça va pas tarder pour moi, parce que je n'y suis encore jamais allée, et c'est mon rêve depuis des années. Autant j'ai fait la Corée du Sud cet été, autant le Japon, là, il faut que j'y aille. Mais du coup, ça donne terriblement envie d'y aller. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que pour les personnes du coup qui n'y sont jamais allées et qui ne savent pas trop à quelle période de l'année y aller, c'est vraiment parfait, parce que en fonction des besoins de chacun, des préférences de chacun, des motivations de chacun, il peut trouver la réponse dans ce livre. Voilà. Moi, je sais que je veux y aller en avril ou en juillet. Voilà. Ça fait un peu guide de voyage du coup, parce que du coup, ça te donne une idée de ce que tu peux viser en termes de période et des activités qu'il faut faire. Oui, totalement. Et puis, il te parle aussi des différents mets à consommer du coup sur chacun des mois. Donc, les traditions, les coutumes. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Tous les festivals qui sont très populaires et où est-ce que tu les retrouves, quelle adresse, il donne vraiment c'est ça, c'est un guide. C'est un guide concret cool. Pour les personnes qui veulent aller au Japon mais qui savent pas trop quand et où. Exactement. Ok, tu m'en diras des nouvelles, parce que j'avoue que moi je suis super cliente de ce genre de trucs. Mais ça a l'air très très cool. Je savais même pas qu'il avait sorti un bouquin. Il vient de sortir là. Il est en train d'envoyer encore. C'est encore en cours d'envoi pour la plupart des personnes. Et les photos sont magnifiques. Elles sont vraiment très trop belles. Ouais. Ok. Écoute, ce sera peut-être un prochain achat du coup. Zef, coup de cœur? Oui, bien entendu, un coup de cœur. Moi, je vais vous parler rapidement de Live Alive. Je sais pas comment on dit, Live Alive. Ouais, Live Alive, vivre une vie. Life is life. La. Voilà, à peu près. Ouais. C'est un jeu vidéo seulement, qui est sorti sur Switch. C'est un remake d'un jeu de Squaresoft de 94, qui n'était pas sorti en dehors du Japon, ou très peu, je crois, et qui avait pas fait un énorme carton. Et donc il est ressorti sur Switch là, il est sorti en Europe en tout cas sur Switch cet été. C'est notre fameux John Couscous qui me l'a fourni gentiment et qui m'a dit tiens, tu veux tester? Je lui ai dit bien sûr que j'ai envie de tester. Et en fait c'est vraiment un JRPG un peu à l'ancienne, c'est-à-dire très très tactique, dans le sens en fait tout se fait en mouvement. Alors en fait il y a deux choses à dire qui sont très intéressantes sur le jeu. C'est pas un jeu, c'est 7 jeux en même temps, parce qu'il y a 7 histoires différentes qui se passent de la préhistoire jusqu'au dans le futur, en passant par le Moyen-Âge, en passant par l'époque cow-boy et ainsi de suite. Et en fait on va chaque choix au début, on va choisir un personnage, on va faire son histoire et ainsi de suite, et il y a une façon de les réunir à la fin, bien évidemment. Et en fait chaque histoire a son gameplay un peu différent, et les combats se déroulent pas avec des points de magie ou avec des points d'action ou autre comme ça, mais sur de tactique, sur une case de 7 par 7 je crois, où tu vas te déplacer sur les cases pour te placer à travers tes ennemis et puis les frapper avec un pouvoir et ainsi de suite. Et en fait tout est assez tactique. Le jeu est assez bien. J'ai du mal à accrocher au début en vrai sur les premières minutes de jeu, première heure de jeu, mais le jeu est vraiment excellent. Il a un visuel très pixel art de l'époque qui est vraiment cool, et je suis assez fan. J'ai pas pris le temps de beaucoup y jouer, mais je suis assez fan du style. Ça fait un peu penser à Octobus Traveler, un truc comme ça en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Très très cool. Et du coup, on termine par Julie. Ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur? Ouais, moi mon coup de cœur du mois, de la semaine, c'est un live
petit concert, petite salle, petit groupe que je connaissais pas. Donc pour rester dans la vibe 80s Indus, le groupe il s'appelle PC World et c'est un duo australien-londonien. Donc c'est vraiment de l'électro dark wave Indus. Avec un grand monsieur derrière un clavier boîte à rythme très flegmatique et un petit chanteur surexcité qui gigote dans tous les sens et qui se jette dans la foule. Donc bonne expérience de live dans une mini salle à Paris. Genre de salles sont pas terribles en sous-sol mais où on voit des lives chouettes. Et j'ai failli me prendre le chanteur en pleine face parce que il se jetait dans la foule très régulièrement. Ah. Mais du coup, c'est cool, quoi. Ces petits moments comme ça de cohésion avec les artistes. Et voilà, j'avais envie de danser, de me défouler, très ambiance club 80s. Et puis surtout, super nom de groupe, quoi, hein, en hommage à ce superbe magazine sur les PC qui est PC World, voilà. Ah ouais. Évidemment, super t-shirt, super charte graphique. Eh ben écoute, ça nous donnera d'autant plus de choses musicales. Ouais. Merci beaucoup pour ces coups de cœur. On passe à la suite, juste avec un petit récap des chroniques qui ont été abordées sur cet épisode. Zaf qui nous a parlé d'Immortality, qui est un jeu développé par Half Hermed, Julie qui a enchaîné du coup avec Leo, série sur Netflix réalisée par Hanno Rackford, Richard Kropf et Bob Conrad, pardon. Et Eva qui nous a parlé de AI The Somnium File. J'essaie de ne pas écorcher, mais j'écorche beaucoup. Jeu développé par Spike Chunsoft. Merci encore à toutes et à tous. Encore bienvenue Eva sur cet épisode. Merci pour vos superbes chroniques. Bien évidemment, tous les liens et références des sujets chroniqués seront en description de l'épisode. Pas d'inquiétude. Je vais juste en profiter pour faire un petit rappel à nos auditeurs que le Contrecast fait partie du VHS, qui est le vaisseau hyper sans cesse, comme vous le savez, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien aussi en description si jamais vous voulez, comme toujours, nous donner votre support et nous aider à financer à nos jolis podcasts et à nous faire continuer sur cette aventure Contrecast. C'est le moment, sachant que les fêtes de Noël arrivent, donc voilà quoi, juste un petit mot de glisser là-dessus. Je vais juste, avant de clôturer, faire un petit tour de table de chacun et de chacune sur vos actualités et vos réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te trouver, Eva, du coup? Alors, on peut me trouver sur Twitter. Le nom c'est EXAV-T, donc Exavt, ou sur Instagram. Pour le coup, c'est Silly Turtle, SI2LY, Turtle, TURTLE, avec un underscore après. Voilà. Très chouette. Et du coup, Julie, où est-ce qu'on te retrouve? En ce moment à fond Whisperos, toutes les semaines pendant cette saison de Half of the Dragon. Et du coup, Zef? Un peu partout aussi, hein, comme sur Whisperos, un peu moins que Julie, qui est très, très assidue, et moi un peu moins. Mais sur le défaut, sinon c'est bien aussi pour parler de jeux, toujours. Comme tu sais, le jeu que tu voulais parler, Julie, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Chant d'honneur. Bon, faut qu'on y joue, hein. De ouf. Et voilà, t'as une autre invitée pour le défaut, c'est Zef, du coup. Voilà, merci à tous. Ah, attendez, j'ai oublié. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose? Une blague. Par hasard. Exactement, blague. Puisque notre cher John Couscous n'est pas présent aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas préparé de blague. Donc je vais interroger mes chroniqueurs au pif
au pif, Quelle vraiment au blague pif. Ou quelqu'un qui... Ah oui, d'accord, oui. Ah bah, vous savez pas quoi j'ai commencé Marvel Snap aujourd'hui sur téléphone mobile et ça marche pas du tout parce que c'est pas 5, ça marche pas. Désolé. Je pensais, mais je viens de me rendre compte en même temps que je l'ai dit. Ah merde. Mais c'est pas grave, on aura quand même entendu 5. 5, c'est le nombre d'étoiles que vous devez nous mettre sur Podcast Addict ou Spotify ou n'importe où, là où vous pouvez nous donner une note. Mettez le maximum parce qu'on est vraiment très très sympa. Merci encore pour cet épisode 46. Le Contrecast, c'est épisode 46, donc se clôture maintenant. Mais on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et des nouvelles chroniques. Merci beaucoup. Salut. Salut.